Et donc, on va pouvoir démarrer cette présentation. En deux mots sur qui vous parle. Moi, je suis Thierry Gautron. J'ai une vie professionnelle déjà assez longue et après une première partie de vie dans le monde de la finance, eh bien, j'ai été happé par la question terrible et complexe de la place de l'humain dans l'entreprise et de comment on pouvait en fait travailler sur des sujets qui touchent à la motivation, à l'énergie des équipes, comment au fond faire travailler différemment les gens pour obtenir des résultats différents de ce qu'on constate dans beaucoup d'entreprises. Voilà. Et donc, le webinaire auquel vous assistez a pour but de partager un petit peu finalement un peu une synthèse de ce que du corpus conceptuel, mais aussi des expériences, des rencontres qu'on a vécues chez Altman Partners, la société dans laquelle je travaille depuis quelques années autour de cet accompagnement de l'entreprise dans la transformation culturelle et managériale. Ça fait maintenant 4 ou 5 ans qu'on a démarré cette activité d'accompagnement. On a accompagné une quinzaine d'entreprises, plutôt des PME, plutôt des startups. On est très, très branchés, entreprises de petite taille, à taille humaine, parfois quelques ETI, mais on aime bien travailler sur des entreprises où on a la possibilité d'avoir de l'impact. Et donc, on a aujourd'hui une expérience qui nous permet de commencer humblement, et vous verrez qu'en matière de l'humain dans l'entreprise, l'humilité et de rigueur, parce que les choses sont complexes. Hein, l'humain est un être complexe. Voilà, et donc là, l'idée de cette présentation, c'est de vous partager un petit peu nos findings, ce qu'on a observé, ce qu'on constate. Et je ne sais pas si c'est possible, du coup, je vois que tout le monde a les micros fermés, je ne sais pas si c'est possible d'avoir des échanges, mais si c'est le cas, j'espère que ce sera possible. Voilà. Donc, je vais dérouler ma présentation. Puis, je pense que vous devez pouvoir les uns les autres quand même réactiver vos micros. Et si c'est le cas, partager avec moi certaines de vos réactions. Ouais, Denis, je vois que tu peux remettre ton micro, donc c'est bon signe. Alors, on démarre. Du coup, hop, voilà. Une question enfin, qui est pas mal d'actualité depuis plusieurs années déjà. Hein. L'entreprise libérée a surfé sur cette idée-là. On constate depuis un certain nombre d'années déjà en France, depuis qu'on commence à mesurer la chose peut-être, qu'on a un fort taux de désengagement fait dans nos entreprises, hein, globalement. Probablement que c'est pas homogène d'ailleurs entre taille d'entreprise, mais les statistiques montrent clairement qu'on a un gros problème de relation entre les collaborateurs et leurs entreprises, puisque 90% seraient désengagés et 25% qui sont une partie de ces 90% sont même activement désengagés, c'est-à-dire que les gens luttent en quelque sorte contre, si vous voulez, le fonctionnement de l'entreprise, parce qu'ils sont en colère probablement. Voilà. Et donc, ce qu'on voit émerger depuis maintenant une dizaine d'années, c'est pas mal de choses qui visent à réagir à cette espèce de vague de désengagement qui est quand même très forte, ce problème de la relation et de la difficulté à faire venir l'énergie des collaborateurs. Et donc, il y a plein de choses qui émergent. Je vous en cite quelques-uns un peu emblématiques. La happiness officer, évidemment, l'incontournable table de ping-pong et le baby-foot dans les locaux, les couleurs partout. Mais tout ça, on sent bien, je pense, les uns les autres, que c'est quand même un petit peu superficiel et on n'est pas sûr que ce soit complètement à la hauteur de cet enjeu du désengagement. Et ça serait peut-être même emprunt ou partie d'une vision assez simpliste de ce que c'est que l'engagement, qui ferait que peut-être si les gens ont un endroit très sympa pour bosser, ils vont être beaucoup plus engagés, apporter beaucoup plus de leur énergie. Je pense que c'est pas du tout vrai et on va en parler plus en détail dans un instant. Voilà, autre chose notable ces dernières années, depuis 10-12 ans, je crois que Isaiah Getz a sorti son bouquin en 2009 pour la version anglaise. Donc, c'est qu'il y a une tentative, on voit des entreprises qui cherchent en fait d'autres voies. D'ailleurs, ça date pas du tout d'Isaiah Getz, évidemment. Hein, ça fait des dizaines et des dizaines d'années que des entreprises ont exploré d'autres manières de créer des relations engageante avec les collaborateurs, mais on pourrait dire que depuis une dizaine d'années, il y a quand même un mouvement au minimum de communication autour de ça qui s'est accentué. Et on parle de beaucoup plus d'entreprises libérées. Frédéric Laloux a produit un livre qui a été beaucoup lu. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui émergent et qui nous font penser que peut-être c'est peut-être des pistes intéressantes
par rapport à cette question d'engagement et d'énergie dans l'entreprise, même si on sent bien que c'est compliqué. On voit aussi beaucoup d'échecs en fait, ou d'écueils, des gens qui décident de partir à fond la caisse dans l'entreprise libérée et qui finalement ont du mal à faire fonctionner ces modèles basés sur la confiance, à l'espèce de l'idée qu'on va lâcher prise et les choses vont se faire toutes seules. Et en fait, c'est probablement pas si simple que ça. Alors pour nous aider, et c'est ça le thème un peu du temps qu'on va passer ensemble, c'est nous ça fait un moment qu'on essaie de réfléchir à voir comment on peut avec des concepts. Vous allez voir qu'on va pas être que dans le concept, je vais quand même aborder un certain nombre de points conceptuels qui j'espère nous donneront l'occasion de mieux sentir ce qu'on essaie de transmettre là. On se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser comme concept pour parler en fait de cette question de l'énergie dans l'entreprise, comment faire venir d'une part l'énergie, mais également comment la focaliser. Vous allez voir que ce sont les deux grands mouvements en fait qui vont nous intéresser. Donc nous on croit chez Alternate Partners que une dynamique collective qui fonctionne, c'est une manière dont l'organisation fonctionne et qui va lui permettre d'une part de faire venir l'énergie, vous voyez, donc de sortir de ce 90% des engagements si elle est là-dedans et puis l'amener à des niveaux d'engagement beaucoup plus forts, peut-être de 70, 80, 90%. Je pense qu'on n'est jamais à 100% d'engagement, mais on peut aller très très loin dans l'obtention de l'énergie des collaborateurs, donc il faut obtenir cet engagement. Et puis il y a un deuxième mouvement et on trouvait ça intéressant de séparer ces deux mouvements qui sont différents. Un mouvement qui, une fois que l'énergie est là, si vous voulez, qui viserait à obtenir un résultat. C'est-à-dire comment on fait pour que cette énergie qui arrive, on puisse la mettre au service d'un travail, d'une efficacité, d'une performance. Il n'y a pas de gros mots derrière ces sujets-là, hein, mais on voit bien qu'un collectif très engagé, c'est sympa, un collectif très engagé qui arrive à se coordonner, qui arrive à travailler ensemble, à jouer collectif. On le voit dans le foot, hein, pour ceux qui s'intéressent au foot, la différence entre l'équipe de France de foot de 2010 et celle de 2018 peut-être, hein, peut-être que ça tient à des choses autour de ça. Voilà, comment on fait pour créer un travail qui derrière va être vraiment va faire la différence au niveau de l'entreprise. Alors, parlons déjà de cette première dimension qui est faire venir l'énergie. On va passer un petit peu de temps là-dessus, puis ensuite on abordera dans une deuxième partie de notre échange ensemble la question de focaliser l'énergie. Donc, et je pose la question, est-ce qu'on est vraiment au clair sur ce qui nous motive, hein? Vous voyez, quand je regarde cette photo d'un marathonien dont j'ignore totalement le nom, on voit bien que vous savez, les idées préconçues, c'est que c'est le plaisir qui amènerait, qui donnerait envie d'apporter son énergie, etc. Moi, je vois ici quelqu'un qui souffre, qui vient de souffrir probablement pendant 3 ou 4 heures, hein, peut-être plus, qui a parcouru 42 kilomètres ou qui est en train de les parcourir d'ailleurs. Et au fond, on sent, ce gars-là, il est motivé pour faire ça, mais qu'est-ce qui a fait qu'il était motivé pour faire ça? Parce que il n'a pas eu du tout, si vous voulez, le plaisir n'est pas là, hein. Le plaisir, il est à la fin quand on s'arrête, mais pendant l'effort, il n'est pas dans le plaisir du tout. Il y a autre chose qui fait qu'il a eu envie, il a pris la décision d'apporter son énergie à un projet. Et ça, je trouve que ça fait beaucoup réfléchir et ça remet en question pas mal de croyances qu'on a sur ce que c'est que l'engagement, qu'est-ce qui fait qu'on va vraiment apporter notre énergie ou pas. Alors, c'est un sujet en fait qui est vachement étudié. J'imagine qu'une partie d'entre vous connaissent, ou probablement la totalité d'entre vous connaît Abraham Maslow, et puis une partie connaît peut-être Edward Deci, Richard Ryan, Frédéric Herzberg, Will Schultz. Tout ça, ce sont des gens qui sont des chercheurs, mais aussi des praticiens dans le cas de Will Schultz, des gens qui ont pratiqué l'entreprise, voilà, des gens qui se sont penchés sur cette question de qu'est-ce qui nous motive. Et je trouve ça intéressant de reprendre un temps pour vous montrer ce que nous on tire comme enseignement en s'intéressant à ces gens-là qui sont passionnés pour le sujet. Et ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est un peu notre repère conceptuel, et je vais vous proposer de rentrer là-dedans et de voir si ça vous parle, si c'est clair, et si vous avez peut-être des réactions d'ailleurs les uns les autres par rapport à ça. Alors, en fait, moi, je crois, enfin, ce qui ressort de ce que disent notamment Deci et Ryan et puis Will Schultz, qui sont des auteurs auxquels je me suis beaucoup intéressé ces dernières années, c'est que, en fait, il y a un thème central dans cette question ou derrière cette question de la motivation et de l'engagement, c'est la question de l'estime de soi et de la confiance. Et je vais essayer de vous décrire de quelle manière cette question de l'estime de soi et de la confiance joue et impacte potentiellement la capacité de tout individu, on pourrait dire, à s'engager ou pas au service d'un projet collectif. Alors, notre croyance, mais qui encore une fois est basée sur les auteurs dont je viens de vous parler, c'est que au fond, ce qui crée le désengagement, c'est pas tellement le salaire, même si le salaire va avoir un impact. On parle beaucoup de la rémunération dans le cadre souvent
l'idée qui vient en premier, c'est les mecs ne sont pas motivés parce qu'ils ne sont pas payés ou pas assez payés. Moi, je crois que c'est totalement faux. Je pense que le facteur principal de désengagement, c'est en fait quand le salarié ou le collaborateur, si vous voulez, ne peut pas trouver de valeur dans son travail. C'est-à-dire, soit son travail lui permet de se prouver à lui-même et de prouver aux autres qu'il a une valeur, qu'il compte, qu'il peut être fier de ce qu'il fait, soit c'est pas le cas. Et s'il ne peut pas se prouver à lui-même et aux autres que son travail lui a de la valeur et qu'il a de la valeur en réalisant ce travail, eh bien mécaniquement, on pourrait presque dire, il va petit à petit se détacher de cette activité, de son travail et le désengagement, et il va probablement mettre cette activité ou son énergie, il va la mettre au service de quelque chose d'autre. C'est ce qui fait que vous avez des salariés qui 5 jours sur 7 viennent faire bien consciencieusement leurs horaires dans leurs entreprises, qui à 18 heures pétantes prennent leurs affaires et quittent leur lieu de travail pour ensuite bénévolement investir leur énergie, leur temps dans des associations, parfois des associations sportives dont ils sont parfois présidents, qui leur consomment beaucoup de temps, dans lesquelles ils s'investissent énormément, parce que là, dans cette activité-là, qui est en dehors du travail, ils ont la possibilité de prouver qu'ils ont de la valeur, ils ont la possibilité de se prouver à eux-mêmes qu'ils ont de la valeur, et c'est important pour tout être humain, mais également de montrer aux autres qu'ils font des choses dont ils peuvent être fiers. Et moi, je crois que cette énergie, je ne sais pas si vous la sentez quand je vous en parle, je crois que c'est très fort, cette question de la valeur, en fait, qu'on trouve dans le travail ou pas. Donc ça, c'était un premier élément que je voulais mentionner, c'était qu'est-ce qui fait que les gens se désengagent. Pour moi, c'est ça. Deuxième, alors oui, pas deuxième, mais donc évidemment, si l'entreprise était capable, pour une majorité de ses collaborateurs, de créer les conditions, et on va en parler dans un instant, qui permettaient que effectivement le salarié et le collaborateur puissent se prouver et prouver au monde qu'il a de la valeur et qu'il peut être fier de ce qu'il fait, bien évidemment, mécaniquement, vous pouvez sortir des gens du désengagement et les ramener dans la motivation. Vous allez voir que ce n'est pas le seul sujet qu'on a à traiter pour que une dynamique collective fonctionne bien. Je vais avancer dans un instant, mais je crois que c'est important de comprendre que l'entreprise peut agir pour ça. Je vais essayer de vous le démontrer dans les pages qui suivent. Voilà. Deuxième sujet, mais c'est pas le seul sujet en fait, cette question de l'engagement. Il y a un autre sujet qui est tout aussi problématique en entreprise, c'est que alors, vous voyez, les flammes que j'ai dessinées là, elles représentent le niveau d'énergie, si vous voulez. Donc, à gauche, dans le désengagement, il n'y a pas beaucoup d'énergie qui vient dans la boîte. L'énergie, elle est investie ailleurs. Quand on est motivé, là, l'énergie vient. On va parler un instant de cette case rose tout à l'heure, verte. Voilà. Mais à droite, vous avez vu qu'à droite, il y a une autre case que j'ai constituée, que j'ai créée, qui est une case où il y a de l'énergie qui vient. Simplement, l'énergie du collaborateur, elle n'est pas mise au service du projet collectif, elle est mise ailleurs. Et cet ailleurs, ça peut être dans un combat ou dans un retrait. C'est-à-dire qu'en fait, le collaborateur qui ne se sent pas en sécurité, qui ne se sent pas en confiance, qui a l'impression qu'on ne lui fait pas confiance. Alors, quand j'utilise le terme d'impression, vous avez aussi en tête peut-être que ça peut être très lié à lui. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous nos propres projections. C'est-à-dire qu'en plus, là, c'est peut-être pas lié au système lui-même. Un salarié peut être maladivement embarqué dans l'idée qu'on ne lui fait pas confiance, alors que c'est totalement faux. Vous voyez, donc c'est très subjectif ce que je vous raconte. Mais moi, je vous propose à nouveau on va dire une croyance là, qui est que quand les conditions font, si on raisonne sur un collectif, qu'une majorité, ou une grande partie en tout cas d'un collectif ne se sent pas reconnu à sa place, ne se sent pas en confiance, ne sent pas qu'on lui fait confiance, eh bien en fait, même s'il est motivé, parce qu'il croit encore peut-être qu'il peut faire la différence et qu'il peut apporter se prouver qu'il a de la valeur, il peut se trouver dans des postures où son énergie va pas être tournée vers la production d'une activité pour l'entreprise, elle va être tournée vers un combat qu'il va mener dans l'entreprise pour sa place. Et donc, les symptômes qui nous permettent d'observer ce genre de comportement, c'est la personne qui, en réunion, va parler pendant un temps fou, va monopoliser la parole dans la réunion pour prouver qu'il a raison ou pour insister sur un point de manière très rigide. Mais ça peut être aussi des gens qui vont se maintenir en position de retrait, qui vont dire non, mais vous faites comme vous voulez, moi je suis OK. Quelqu'un qui va s'investir par ailleurs très fortement dans son travail, peut-être, mais qui, lors des moments collectifs, parce qu'elle ne se sent pas en sécurité sur sa place dans le système, va renoncer à participer à l'avancement collectif, si vous voulez. Voilà, et donc je crois que c'est important de comprendre ça. Moi, ça a été un peu une révélation quand j'ai compris qu'il n'y avait pas le seul sujet, il n'y avait pas que la question de quelle énergie le collaborateur apporte, il y a aussi la capacité que le collaborateur a à mettre cette énergie au service du collectif. Et donc, pour ça, il n'y a pas que ce qui se passe dans son travail, il y a aussi la manière, en quelque sorte, dont il est inclus dans l'entreprise et la place qu'il peut y trouver et la confiance qu'on lui fait. Et donc, pour qu'on puisse bénéficier d'un haut niveau d'énergie, c'était le thème de la présentation, en fait, il faut à la fois que
le travail pour le collaborateur lui permette de quelque part s'exprimer, et en même temps, il faut aussi qu'il se sente en confiance, qu'il sente qu'il puisse s'exprimer librement, qu'on lui fait confiance, et qu'il est en terrain sécurisé d'une certaine manière. Voilà. Et si ces deux conditions sont réunies, là, on peut commencer à avoir un haut niveau d'énergie. Et je pense que si je vous parle de tout ça, c'est pas que on peut pas compter sur le hasard pour construire ça. Je pense que ça peut activement se construire dans une entreprise. Et d'ailleurs, je vais vous proposer 5, je vais aller vite parce que je vois que le temps passe et que je perds un petit peu de temps, à travers nos lectures si vous voulez, de Will Schutz et de Deci Aryan, qui sont nos principales références pour cette présentation, on peut identifier en réalité 5, on va dire, ingrédients qui seraient nécessaires et pour que ces deux flèches vertes qui ramènent les gens, qui donnent envie aux gens d'apporter leur énergie et de se mettre au service du projet existent. Je vous les décrire brièvement. En fait, elles sont globalement assez faciles à comprendre. Le sens, hein, évidemment, si vous ne comprenez pas pourquoi vous venez faire quelque chose, c'est difficile d'être fier de ce que vous faites. La compétence, il faut que votre activité soit ni trop facile, sans quoi vous allez vous ennuyer et vous désengager assez vite, soit ni trop difficile, sans quoi vous allez vous mettre en position d'échec, et la répétition des situations d'échec fait que l'être humain va plutôt avoir tendance à se désengager parce que c'est pas agréable de subir l'échec, parce que ça vous montre que vous n'avez pas de valeur ou pas assez de valeur. L'autonomie, évidemment, si vous n'êtes pas autonome dans ce que vous faites, compliqué d'être fier de ce que vous faites. L'inclusion, c'est la question de est-ce que vous êtes dedans ou dehors. Si dans votre entreprise, tout ce que vous faites, si les grands moments de votre entreprise, les décisions, vous n'êtes jamais inclus là-dedans, on vous ne donne pas votre avis, on vous montre que vous ne comptez pas dans le système, bien évidemment, vous allez avoir du mal à vous sentir en confiance et à votre place. Donc ça va être un facteur soit de rigidité, soit de désengagement. Et puis l'ouverture, c'est la possibilité de vous exprimer sans crainte. Voilà, les craintes qu'on a dans l'expression en général, c'est d'être blessé soi-même, c'est-à-dire la peur qu'on vous critique ou qu'on se moque de vous, qui va vous pousser à pas vous engager, à pas vous exprimer. Mais ça peut être aussi la peur de blesser les autres, hein, qui est une autre forme de frein à la libre expression. Et donc l'ouverture, la possibilité de s'exprimer librement, c'est aussi un facteur qui va pousser l'individu, qui va donner envie quand il est présent à l'individu de donner le meilleur de lui-même en quelque sorte. Alors, voilà, je rappelle les auteurs qui nous ont permis de construire ces repères-là. Alors, peut-être on peut passer un tout petit temps plus concret sur qu'est-ce que font les entreprises en fait qui ont cherché à faire ça en fait. Parce que certaines entreprises ont cherché activement à faire ça. Évidemment, le monde de l'entreprise libérée est un bon endroit pour aller chercher des entreprises qui ont cherché à créer ces conditions, puisqu'on sait que l'entreprise libérée fonctionne sur la confiance, sur la libération des énergies par le fait de lâcher le contrôle, de laisser les gens prendre des initiatives. Donc, si on s'intéresse à différentes entreprises, on a pris 4 exemples ici. On a d'abord Poult. On s'est dit, en fait, qu'est-ce qui est un peu marquant dans ce qui s'est passé dans ces entreprises et est-ce qu'on peut pas repérer, c'était ça un peu le challenge là, sur ce slide-là, est-ce qu'on pourrait pas repérer des schémas qui pourraient nous être utiles pour justement travailler sur cette dimension de l'énergie collective dans vos entreprises. Et donc, quand on regarde rapidement, hein, chez Poult, qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise, enfin en tout cas une des usines du groupe Poult, l'usine de Montauban, 400 salariés, va mal. Carlos Vercan, le dirigeant, est face à une alternative. Enfin, en gros, il doit pousser par les actionnaires à prendre la décision de réduire les effectifs et le faire tout seul comme le fait n'importe quel patron classique dans son bureau avec son comité de direction, ou il essaie de changer les choses. Parce qu'au fond, il avait déjà fait une restructuration quelques années avant, et donc il se dit, il y a peut-être une autre carte à jouer pour que ça se passe mieux dans cette usine. Il réunit tout le monde. Il dit, et si on sauvait l'usine ensemble? Voilà devant lesquels, en fait, il y joue la carte de la vérité. Il est transparent, il explique la situation, il dit devant quel dilemme il se trouve lui, et il dit, et si ensemble on essayait de faire autrement, quoi. Donc c'est une espèce de ce qu'on appelle une dynamique de l'appel. Ensuite, il prend très vite des décisions qui vont immédiatement impacter la manière dont les décisions sont prises. Et c'est fait avec les collaborateurs qu'il a réunis pour dire sauvons l'usine ensemble. Et donc là, les collaborateurs et la direction vont décider de modifier un certain nombre d'organes et de manières de prendre des décisions. Et notamment, les ouvriers vont se retrouver en face de la possibilité de prendre des décisions très engageantes, y compris d'ailleurs des décisions qui visent à acquérir du matériel pour par exemple, une nouvelle chaîne de production, démarrer une nouvelle chaîne de production, acheter des machines va être
aux mains des salariés. Alors, ça va être organisé d'une manière évidemment à éviter des débordements ou des initiatives qui ne seraient pas suffisamment réfléchies mais, par le collectif, mais des décisions comme ça vont pouvoir être prises. Et il y a un mouvement qui se fait aussi où les encadrants vont devenir coachs. C'est-à-dire que les ex-chefs de ligne, qui étaient en gros les managers de proximité qui pilotaient les ouvriers sur chacune des chaînes de production de biscuits, puisque Poult, pour ceux qui ne le savent pas, est un fabricant de biscuits, eh bien, ont adopté une posture tout à fait différente. Ils ont contribué à la décision qui les a amenés à cette posture. Certains ont eu du mal à l'accepter et d'autres ont tout à fait bien vécu ce mouvement-là, où ils se sont mis au service d'équipes relativement autonomes. Rapidement je vous donne d'autres exemples qui nous parlent un peu de comment les gens ont essayé de faire ça, hein, de créer les conditions. Tout à l'heure, je vous montrais les 5 conditions. Donc, chez Buurtzorg, entreprise hollandaise assez connue dans le monde de l'innovation managériale parce que c'est une réussite absolument incroyable. C'est une boîte qui, en fait, accueille des infirmières à domicile. En fait, en quelque sorte, c'est une entreprise d'infirmières à domicile qui, en l'espace d'une quinzaine d'années, a pris 70% du marché de l'infirmière à domicile en Hollande, qui a contribué à faire baisser de centaines de millions d'euros les coûts de la sécurité sociale, en partant en prenant le contre-pied complet du modèle classique en vogue dans un certain nombre de pays, qui veut que pour que la sécurité sociale, pour que les services sociaux et les services de santé à domicile coûtent pas trop cher, il faut mesurer les temps, il faut une piqûre 3 minutes, pas le temps de prendre le café. Il y avait tout un dogme en fait qui s'était installé depuis quelques dizaines d'années dans les professions de santé dont ils étaient victimes. Et Buurtzorg a voulu changer ça. Ils ont démontré qu'en laissant les infirmières faire comme elles voulaient, prendre soin du patient, en les laissant s'auto-organiser en petite équipe avec un champ de contraintes qu'elles ne doivent pas perdre de l'argent, etc. évidemment, mais elles sont libres de recruter, de licencier, elles s'auto-organisent. Elles peuvent choisir également comment prendre soin de leurs patients. C'est un succès extraordinaire. Voilà. Et là, vous voyez qu'on retrouve ces notions de on va laisser les gens prendre des décisions, on va les laisser s'organiser, on va faire confiance. Hein. Et toujours avec ces idées de petites équipes qu'on retrouve aussi chez Poult. Qu'on va également retrouver chez Favi, qui est un autre exemple assez emblématique de l'entreprise libérée. Donc là, chez Favi, on retrouve ce qu'on avait chez Poult, c'est-à-dire la dynamique de l'appel. À un moment donné, Jean-François Aubry, patron de Favi, se présente devant ses équipes et dit moi, je crois qu'on marche sur la tête dans cette boîte depuis trop longtemps. Moi, je pense que je peux vous faire confiance. Je pense qu'on n'est pas des voleurs. Je pense que ceci, je pense que cela. Et il va instantanément, si vous voulez, créer un électrochoc et mettre tout de suite en place des décisions qui vont clairement montrer aux collaborateurs qu'ils ne sont pas, qu'ils sont inclus, qu'on croit qu'ils peuvent être autonomes, etc., etc. Il va démontrer immédiatement les ingrédients dont je viens de vous parler, même si lui, il les a pas forcément théorisés de cette manière-là. Et donc, il a ce moment de cette réunion où on dit on n'est pas des voleurs c'est une des phrases qu'il a prononcées chez Favi. Et du coup, à partir de maintenant, il n'y aura plus de verrou sur la porte du stock où vous pouvez aller chercher votre petit matériel parce qu'on n'est pas des voleurs. Vous n'aurez plus de badges parce que ici, moi, je crois qu'on peut se faire confiance. On est des gens de confiance chez Favi, donc pourquoi on aurait besoin de mesurer, etc. Donc voilà quelques décisions très emblématiques. Là aussi, un peu comme chez Favi, je dis suppression du management intermédiaire. En fait, le management intermédiaire va basculer de fonction. Tout le monde va être organisé en mini-usines. On retrouve, comme chez Buurtzorg, des notions de petites unités. Je pense c'est assez facile de comprendre pourquoi c'est intéressant de mettre un petit nombre de personnes qui travaillent ensemble face aux mêmes clients, face aux mêmes réalités extérieures, au même endroit, parce que évidemment, quand on veut baser le management sur la confiance, on a besoin que les gens se retrouvent face aux réalités. Et quoi de mieux que de se retrouver face aux réalités que de créer des petites usines comme ça qui sont en face des clients, par exemple. Voilà. Et puis on a un dernier exemple que je prends ici, qui est le HCL Technologies, qui est une entreprise indienne, très très grande entreprise. Je crois qu'il y a 150 000 collaborateurs chez HCL Technologies. Donc vous voyez que l'entreprise libérée, c'est pas forcément pour des micro-boîtes de 10 personnes. Et HCL Technologies, on trouve là aussi des schémas qu'on a vus ailleurs. Réunion où ils réunissent les 1000 principaux cadres de l'entreprise, où le dirigeant qui vient de prendre les rênes d'HCL Technologies, qui est un peu pas en difficulté, l'entreprise fonctionne encore correctement sur le plan financier, mais le dirigeant sent qu'on a construit un éléphant. C'est une boîte qui est devenue très bureaucratique, une boîte qui travaille dans le domaine des technologies de l'information, et il sent qu'il faut bouger cette culture d'entreprise, et donc il réunit ses 1000 principaux cadres
Et au lieu de leur dire, j'ai réfléchi, maintenant c'est comme ça que ça va fonctionner, il leur passe la main, il leur dit, écoutez, moi, voilà ce que je vois. Je vois une entreprise bureaucratique, je vois une entreprise qui est plus au service de ses clients, je vois une entreprise qui oublie l'essentiel. Et vous? Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il change tout et il crée un dialogue à 1000 dans une grande salle, je ne sais plus trop où en Inde, et il démarre un dialogue avec l'ensemble de son encadrement. Il ne pouvait pas le faire avec les 100 et quelques mille personnes qu'il avait à l'époque, mais il va du coup créer cette espèce de prise de conscience que, vous voyez, ces basculements, ils ont l'air de rien, mais c'est un moment où on dit aux gens, on est ensemble en fait. Je vais arrêter parce que je suis le patron, de réfléchir à décider pour vous, on est ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait face à ça? Ensemble. Donc c'est assez clé. Et puis il va mettre en place, alors je cite là deux exemples très emblématiques, mais il va mettre en place un système qui va inverser, si vous voulez, la chaîne hiérarchique classique, dans le sens où il va obliger ses managers à régler le problème des collaborateurs en dessous d'eux, à travers un système de ticketing, comme on aurait dans un centre d'appel, où les collaborateurs peuvent mentionner qu'ils rencontrent une difficulté, et derrière, les managers ont un temps limité pour répondre aux besoins du collaborateur. Vous voyez que ça marche ou que ça marche pas très bien. À la limite, c'est pas le sujet. Là, en l'occurrence, ça a bien marché. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on constate que les gens veulent de la symbolique. Ils veulent montrer par des actions fortes ou des processus comme ça marqués que c'est vrai qu'en fait, ils veulent laisser la main au collaborateur. Vous voyez, c'est aussi fort en symbole que c'est fort dans l'effet, dans ce que ça produit. Et puis, autre exemple intéressant de décision qui a été prise, c'est qu'il a culturellement, ça c'est une assez grosse révolution chez ACL, il a proposé que tout le monde soit soumis à une évaluation 360 dans l'entreprise. Moi, je suis pas forcément un grand fan d'ailleurs d'évaluation 360 pour des raisons qu'on n'a probablement pas le temps d'évoquer ici, mais ce que ça voulait dire, c'est que le patron, comme tous les autres, il est soumis à cette évaluation-là, et donc on est tous dans le même bateau. Voilà, c'était ça ce qui était passé comme message. Alors, j'avais avancé. Est-ce qu'on peut identifier des schémas à l'œuvre, en fait, à travers ce qu'on vient de voir? Je vais essayer d'apporter un peu de théorie, un peu de concept pour voir si ça peut nous aider. Nous, on croit que oui. On croit que ces schémas-là, ce qu'ont fait les Poult, les Favi, les HCL Technologies, etc., ce ne sont pas c'est pas fait n'importe comment, en fait. Nous, on croit et on arrive à identifier des schémas qui reviennent un peu toujours. Premier schéma, il y a une promesse. C'est-à-dire qu'en fait, une promesse qui n'est pas toujours verbalisée. C'est-à-dire, vous voyez, patron d'HCL ou de Poult, etc., il dit pas à partir de maintenant, tu vas être inclus, à partir de maintenant, tu vas être toi-même, etc., tu vas être autonome et tout. Il le dit pas comme ça. Mais en fait, il fait un geste qui est un peu du registre moi, je sais pas ce qu'il faut qu'on fasse, en fait. Je suis le patron, mais je sais pas ce qu'il faut qu'on fasse. Maintenant, je voudrais qu'on le fasse ensemble. Et à travers ça, il transmet, en fait, presque mécaniquement, à travers cet appel, il transmet clairement un message d'un changement de place pour les collaborateurs dans l'organisation et une proposition d'une autre relation. Et ça, c'est très fort et on le constate partout. Dans toutes les entreprises, les 4 que je viens de vous mentionner, mais dans toutes les entreprises libérées qui sont parties sur ces chemins-là, on a toujours ce moment où en gros, c'est j'en ai marre d'avant, je voudrais faire autre chose, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il est beaucoup plus fort que j'ai réfléchi, c'est comme ça qu'on va fonctionner, vous voyez? Parce que c'est ça qui montre au collaborateur qu'effectivement, il est à bord. Ensuite, ce qu'on constate également, c'est qu'il y a toujours des principes. C'est-à-dire que le dirigeant va essayer de prendre des engagements qu'il va d'ailleurs co-construire parfois avec les collaborateurs, parfois pas. Vous voyez, par exemple, j'enlève la badgeuse de Zobris. Il n'a pas discuté avec ses collaborateurs avant, hein, mais il y a d'autres cas où on travaille avec les collaborateurs pour imaginer ce qu'on va mettre en place comme principe. C'est tout à fait possible. Et donc, ces principes, c'est des choses, des objets qui sont en nombre limité et qui visent à marteler que dans cette boîte, c'est différent d'ailleurs. Dans cette boîte, on est transparent. Dans cette boîte, on va s'intéresser à l'équité et on va mesurer, vérifier que le partage de la valeur, il est équitable. Dans cette boîte, on va participer. C'est-à-dire, par exemple, des choses qui peuvent être mises en place, c'est que toute règle qui serait mise en place dans cette entreprise, elle va forcément être co-construite et n'importe qui peut remettre en question n'importe quelle règle. Voilà, c'est le genre de principe qu'on pourrait imaginer de mettre en place dans l'entreprise. Et donc, ces principes, ils jouent un rôle, à mon avis, assez fort dans la preuve que notre promesse, c'est pas des mots en l'air et que c'est une réalité. Par ailleurs, je vois que des gens arrivent et je vais les admettre à bord. Et par ailleurs, c'est ces principes en quelque sorte qui démontrent qu'il se passe quelque chose de particulier dans cette entreprise. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je suis désolé, il n'y a que moi qui peux vous admettre à l'intérieur. Et je n'avais pas forcément vu, je ne sais pas depuis combien de temps vous étiez là, mais bienvenue à bord et prenez la présentation en cours de route.
Donc, une promesse, des principes, et puis petit à petit, en travaillant sur ces sujets, on s'est rendu compte que c'était pas suffisant, les principes. Parce que les principes, c'est encore une fois un énoncé. On met ça au centre de l'entreprise, mais c'est encore des mots. Et donc, ce qu'il faut derrière, c'est des preuves. Donc là, je ne vous ai pas décrit les processus, mais dans toutes ces entreprises, on a cherché, souvent de manière un peu symbolique, comme je le disais pour HCL Technologies tout à l'heure, on cherche des processus actionnables par un collaborateur qui explique par A plus B plus C ce que peut faire le collaborateur pour intervenir dans sur tel ou tel principe, mais on va créer des processus qui vont donner le pouvoir concrètement aux collaborateurs d'agir dans le cadre des principes qui ont été fixés. Ce processus, il est une preuve que c'est vrai. Parce que là, pour le coup, par exemple, vous pouvez mettre un processus dans lequel vous dites qu'aucune règle n'est applicable à quiconque dans l'entreprise sans qu'il en soit d'accord. Donc, évidemment, vous ne faites pas travailler toutes les 2 semaines des gens sur les règles que vous fixez en entreprise, mais vous pouvez, par exemple, vous pouvez construire un processus, je l'ai déjà vu, dans lequel un collaborateur, s'il convainc 5 personnes autour de lui qu'une règle qui est aujourd'hui en usage dans l'entreprise pose un problème pour la poursuite des intérêts, évidemment, de l'entreprise, il ne faut pas que ce soit pour son intérêt personnel, eh ben, il a la possibilité de démarrer un processus interne qui va permettre de remettre en question cette règle. Voilà. Processus d'amélioration continue. Ça, si vous mettez un processus comme ça en place, vous êtes bien, c'est une preuve, vous êtes en train de prouver que le collaborateur, il a la possibilité de changer les règles qui s'appliquent à lui. Voilà. Je vois que le temps passe, je suis plus long que je l'imaginais, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. J'espère que vous suivez. Je vais passer rapidement là-dessus. Cette synthèse, elle est juste pour dire qu'en fait, on peut mécaniquement changer. Quand je dis mécaniquement, c'est que si les ingrédients qu'on vient de voir, si les schémas qu'on vient de voir sont appliqués de manière habile, je pense, et d'ailleurs je le dis à mes clients de plus en plus aujourd'hui, je pense qu'on peut prévoir mécaniquement un changement d'énergie dans une entreprise. On peut le susciter, le construire et favoriser un changement majeur et important du niveau d'engagement moyen dans une entreprise, même si je le dis toujours, ça ne marche pas à 100%, on n'embarque pas 100% des collaborateurs, mais on peut basculer de 40-50% d'engagement à 75, 80, 90% d'engagement en travaillant sur ces sujets que vous venez de voir. Voilà. C'est ça le thème principal de ce slide-là, donc je vais passer plus vite parce que le temps passe. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer? Je vais vite aussi là-dessus. En fait, vous voyez bien que le problème, et d'ailleurs c'est l'écueil qu'ont rencontré beaucoup de gens qui se sont lancés dans l'entreprise libérée, c'est qu'en fait, tous les ingrédients qui favorisent l'émergence d'une énergie plus forte dans l'entreprise sont en quelque sorte des ingrédients qui poussent à l'ouverture. Ça vous oblige à écouter des gens que vous n'écoutiez pas. Ça vous oblige à avoir des discussions que vous n'aviez pas. Ça vous oblige à écouter des critiques. Ça vous oblige à faire cas ou à faire attention à des multiples avis qui ne sont pas convergents les uns les autres. Donc en fait, ça crée une espèce d'arrivée massive d'avis divergents. Et ça, c'est un énorme problème. Et c'est pour ça que les entreprises libérées ont beaucoup de difficultés quand elles n'ont pas su construire la deuxième partie qu'on va aborder maintenant, qui est le travail de focalisation de l'énergie. C'est que oui, alors l'énergie débarque à fond la caisse, ça c'est sûr, mais derrière, ça fait du bordel en quelque sorte. Ça fait une espèce c'est quelque chose qu'on a du mal à rendre, à focaliser, qu'on a du mal à mettre au service finalement d'une mission commune. Voilà, ça c'est le sujet qu'on va aborder maintenant. Donc comment faire pour que ce soit pas ça? Et donc, on va aborder la deuxième partie de cette présentation qui est la question de la focalisation de l'énergie. Alors, je vais aller très vite. Là, pour moi, il n'y a pas de secret. L'énergie, si on veut que l'énergie soit focalisée et qu'elle se mette au service d'un travail cadré, il faut des contraintes. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, le matin, si je ne mets pas de réveil le matin, il y a des jours où j'aurai du mal à me lever. Donc, c'est une contrainte le réveil matin. Je l'ai accepté. C'est le fait que je l'accepte, d'ailleurs, n'est pas du tout neutre dans le fait que je l'accepte sans grogner et sans me plaindre le matin en me levant, mais vous voyez bien que sans contrainte, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de travail. Ça n'existe pas le travail, surtout en particulier quand on est une équipe. Un individu, déjà, c'est compliqué sans contrainte, mais alors une équipe sans contrainte, c'est même impossible à mon avis. Donc, pour qu'une équipe donne le meilleur d'elle-même, elle a besoin de contraintes. Ça, c'est un premier truc à prendre en considération, c'est-à-dire que la libération, ça n'est pas l'absence de contraintes, simplement des contraintes différentes. Et je vais essayer de vous expliquer comment je pense qu'on peut créer de la contrainte qui ne va pas faire fuir l'énergie, puisque évidemment, le principal problème de la contrainte telle qu'on le rencontre dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est qu'elle tue les ingrédients qui ont fait venir l'énergie. Si vous placez dans votre organisation une hiérarchie extrêmement stricte,
si les décisions sont prises par des gens loin de vous qui ne connaissent pas vos contraintes sur le terrain, si en permanence on vient contrôler ce que vous faites en mettant clairement en doute la confiance qu'on vous octroie sur ce que vous êtes en train de faire, tout ça, ça tue mécaniquement les 5 ingrédients dont on a parlé tout à l'heure et qui ont contribué à ce que l'énergie vienne. Alors évidemment, c'est pour ça, à mon avis, qu'on a des taux d'engagement qui sont si faibles aujourd'hui en France et dans beaucoup de pays occidentaux, c'est que notre besoin de contrôle, qui a été exacerbé par la compétition internationale, par la financiarisation des entreprises, qui maintenant, les résultats financiers sont beaucoup plus cruciaux. Voilà, la concurrence est forte, etc. Donc, il y a plein de facteurs ont fait qu'il y a plutôt eu une tendance, à mon avis, de l'entreprise vers le besoin de contrôle, de mesure, etc., etc. Et je crois que ce mouvement, en fait, il tue le vivant, en fait, ce qui fait que les gens ont envie de venir contribuer à l'énergie parce qu'il écrase ce que vous voyez en bas, les 5 ingrédients que tout le monde n'a peut-être pas vu parce que certains sont arrivés après que j'ai abordé ces 5 ingrédients tout à l'heure, mais je vous les remonte les ingrédients quand même. Voilà, les ingrédients qui pour nous font venir l'énergie, c'est la compétence, l'autonomie, le sens, l'inclusion, l'ouverture. Je passe rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais voilà, donc les mécaniques de management moderne, on va dire, depuis Taylor jusqu'à aujourd'hui, et qu'on voit dans beaucoup d'entreprises, tue les facteurs d'engagement. En fait, c'est l'énergie qui devait venir, elle disparaît mécaniquement. Alors du coup, la question qu'on peut se poser, c'est comment on pourrait faire. Selon moi, je suis à peu près sûr, c'est que si on retire la contrainte, si on allège la contrainte externe, ces systèmes de contrôle, etc., on retrouve presque mécaniquement de l'énergie parce qu'en se faisant, on montre à la personne qu'on a confiance dans ses capacités à agir, elle va pouvoir retrouver sa fierté d'agir. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, et ça c'est un phénomène que j'ai mis un temps fou à comprendre, en fait, c'est que si on retire la contrainte externe, il y a un truc à comprendre, c'est que c'est pas pour autant que la contrainte disparaît. Je vais prendre un exemple trivial, mais moi j'ai 2 enfants, j'ai pas besoin de dire à mes enfants de s'habiller le matin pour qu'ils sortent pas tout nus dans la rue. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas besoin de contrôler, j'ai pas besoin d'avoir une contrainte externe pour qu'un certain nombre de choses soient perçues par l'individu comme une contrainte qu'il va s'imposer à lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, surprise incroyable, je vous annonce une nouvelle incroyable, l'être humain est capable de s'imposer à lui-même des contraintes. Et en fait, pour moi, l'entreprise libérée qui fonctionne ou des entreprises qui veulent partir sur des modèles où ils veulent beaucoup d'énergie, il va falloir qu'ils trouvent des moyens, en quelque sorte, pour que cette contrainte intrinsèque qui est inhérente à chaque être humain, elle soit mise au service de la bonne direction. On pourrait dire ça être ça, en fait, l'enjeu. Vous voyez, du coup, la question n'est plus de savoir comment vous mettez des processus de contrôle pour empêcher les gens de faire n'importe quoi, c'est plutôt comment je vais guider la contrainte intrinsèque que tout à chacun a en lui pour qu'elle se mette au service d'un projet collectif. Alors, je vais passer rapidement. J'ai un exemple qui est celui des carrefours de Hans Monderman. Je ne sais pas si vous connaissez Hans Monderman. Allez sur Internet voir ce qu'il a fait. C'est vachement intéressant. C'est quelqu'un qui environ, en gros, les panneaux, les guides, les lignes blanches au sol, etc., a prouvé qu'on était capable de réduire l'accidentologie dans des carrefours, simplement parce que quand il n'y a plus de repères, quand il n'y a plus de trottoirs, quand il n'y a plus de lignes, les gens font gaffe. Ils n'ont pas envie d'écraser des gens et donc ils font gaffe, alors qu'avant, ils étaient déresponsabilisés. Donc, vous voyez que c'est pour illustrer comment nos systèmes de management très contrôlants peuvent finalement détruire d'une part l'énergie, mais également le sentiment de responsabilité, et comment, en enlevant des repères, on peut au contraire faire revenir la responsabilité. Et pour moi, c'est ce qui illustre ce que c'est que la contrainte intrinsèque. C'est-à-dire que là, les conducteurs, ils vont s'imposer des contraintes eux-mêmes d'attention, parce qu'ils ont un désir qui est de ne pas écraser, d'aller rapidement là où ils doivent se rendre sans écraser personne. Alors donc, si elle pouvait être encadrée, ça serait le rêve, hein, si on pouvait du coup maintenir toute l'énergie humaine en utilisant au maximum cette contrainte intrinsèque que tout à chacun porte en lui, son sentiment de responsabilité, sa capacité d'autocontrôle, ça serait génial. Et donc, nous, on s'est posé la question de comment on pourrait encadrer ça pour faire en sorte que cette contrainte intrinsèque, elle se mette au service, d'abord qu'elle soit coordonnée et qu'elle se mette au service de la direction qui serait utile pour l'entreprise. Et en fait, si on veut que les gens prennent la bonne direction, un premier sujet, c'est celui de l'information. Si vous n'êtes pas informé sur ce qui contribue à faire bien marcher l'entreprise, en gros, si vous ne savez pas ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, pour faire plaisir à Denis, c'est compliqué d'avoir une action juste, si vous voulez. Si vous n'êtes pas informé des contraintes économiques de l'entreprise, si vous ne savez pas comment fonctionne le compte de résultat de l'entreprise, si vous ne savez pas qu'en menant une action X, votre client n'est pas content. Vous voyez, c'est le genre d'information. En fait, la première piste qui peut nous intéresser pour mettre un cadre à la contrainte intrinsèque, évidemment, c'est de l'information. Donc, comment on pourrait faire en sorte que le collaborateur, lui, soit beaucoup mieux informé sur l'impact de ses décisions et de ses actions. Deuxième piste pour un cadre, les règles du jeu. Et si on se fixait ensemble nos règles du jeu? Et si on se fixait des limites?
et si, et ça existe d'ailleurs dans toutes les entreprises dont on a parlé tout à l'heure, hein, et si on se disait ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire, ben, ça serait intéressant parce que en fait, on peut se tromper. Si on a une équipe de 100 personnes, vous avez 100 avis différents sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, quelles sont les limites qu'on doit se fixer, qu'est-ce qui est tolérable comme comportement ou pas. Et donc, si on en parlait, si on les construisait ensemble, ça, c'est une piste intéressante pour construire un cadre. Et puis, une troisième piste intéressante pour encadrer en quelque sorte ce que font les gens sans pour autant détruire les facteurs de l'énergie qui est la leur, eh bien, c'est l'altérité. L'altérité, c'est l'autre. J'ai seul plus de chances de me tromper que si je discute avec 3 copains qui connaissent l'entreprise comme moi, nos clients comme moi, et qui vont me donner un avis. Peut-être qu'à 4, on sera moins, vous voyez, on aura moins de risque de se tromper. Donc l'altérité, le collectif, utiliser l'intelligence collective, ce sont des pistes intéressantes pour cadrer l'action individuelle et collective. Voilà. Alors je vais aller vite là aussi parce que toujours le temps, j'aurais bien voulu laisser un temps d'échange. Donc je vous montre simplement 4 exemples d'entreprises. On va pas forcément du coup rentrer là maintenant dans chacun des exemples qu'on a pris là, mais on vous montre 4 entreprises, 2 qu'on avait déjà vu tout à l'heure, Favi et Burzorg, et 2 autres qu'on n'a pas encore abordées, Semco et Morningstar, qui sont aussi assez emblématiques des entreprises Opal ou Libéré, si vous voulez, hein, sur lesquelles on a regardé qu'est-ce qu'elles faisaient de particulier, en fait. Et je pense que ça illustre ce que je viens de dire. Si quand vous aurez accès à ces slides, vous verrez qu'on retrouve cette notion d'informer, toujours informer, apporter le maximum d'informations dans la main de l'individu pour qu'il puisse du coup décider intelligemment. On retrouvera l'altérité. Hein. Semco, on peut peut-être prendre le cas de Semco qui est intéressant parce que Semco, c'est une boîte qui s'est fait connaître notamment parce qu'elle avait une pratique assez originale où les salariés pouvaient fixer eux-mêmes leur salaire. Ça ne se rencontre pas tous les 2 jours, hein, des boîtes comme ça. Et donc, comment ils faisaient pour que les salariés puissent eux-mêmes choisir leur salaire? D'abord, ils avaient fixé une règle du jeu qui était que le salarié pouvait effectivement décider. Personne ne pouvait l'empêcher de décider son salaire. Donc, c'est une règle du jeu, elle est connue et ça donne, vous voyez, comme en termes de preuve de la confiance qu'on fait aux collaborateurs, ça peut être assez fort. Deuxième élément, c'est on oblige le salarié, avant qu'il prenne sa décision, de se tenir informé. S'informer sur les salaires du marché dans son secteur, se tenir informé sur la situation financière de l'entreprise. Il est obligé, il doit écrire ce qu'il a compris de la situation du secteur, de l'entreprise, du Brésil, parce que c'est une entreprise brésilienne, de comment il se positionne par rapport à ses collègues, en termes d'engagement. Donc, on l'oblige à être en conscience et à se poser les bonnes questions et à accéder à l'information qui peut être utile pour qu'il prenne une décision bonne. Et troisième élément, confronter son opinion à celle de 5 collègues. Donc, ils ont ce qu'ils appellent, c'est un principe d'advice process pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que on va l'obliger non pas ce sont pas ces 5 collègues qui vont décider s'il peut ou pas s'augmenter, comme il avait prévu de le faire, mais ces 5 collègues vont lui donner leur avis. Et là, vous avez l'altérité. Donc, il y a un collègue qui lui dit, non, là, t'exagères quand même, c'est pas, moi, je bosse, en plus, ce sont des collègues, c'est pas des chefs, hein. Donc, les collègues en question, ils sont tous les jours avec lui dans l'usine, hein. Et donc, les collègues lui donnent un avis. Et ce qui est génial, c'est il ressort informé par la vision de ses collègues. Il a revu son jugement sur la situation. Et 2, il y a aussi des effets collectifs qui sont intéressants puisque c'est compliqué. Si 5 personnes vous ont dit tu déconnes, ça va être compliqué pour lui, alors qu'il a la possibilité de le faire dans la règle du jeu. Ça va être compliqué pour lui de prendre une décision qui serait à l'encontre de l'avis des 5 personnes. Voilà, je ne vais pas décrire les autres exemples parce qu'on n'a pas le temps, mais vous allez voir que dans ces 4 exemples, on retrouve toujours un peu cette idée de l'information, de l'altérité des règles du jeu. Voilà. C'est relativement classique. Et donc, là aussi, on peut identifier sur cette deuxième partie, la focalisation d'énergie, des schémas à l'œuvre, comme on l'avait fait pour la partie tout à l'heure, pour ceux qui étaient là, autour de comment faire venir l'énergie. On peut aussi identifier des schémas qui se ressemblent beaucoup. Donc, c'est aussi une promesse, c'est-à-dire qu'on dit, chez nous, il va falloir, c'est une promesse dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va dire aux salariés, chez nous, si tu veux venir bosser chez nous, dans cette boîte qui est géniale, puisque tu vas compter vraiment, tu auras notre confiance, tu vas pouvoir vraiment vivre ta propre valeur dans de bonnes conditions, mais il y a une contrepartie à ça, c'est qu'il faut que tu acceptes de vivre selon les règles qu'on se sera co-construites entre nous. Et donc, tu vas devoir accepter de servir notre mission, de jouer collectif, par exemple. Ce sont des exemples, hein, mais l'entreprise va construire un référentiel et va, en quelque sorte, contraindre. On parlait de contrainte, la contrainte, c'est positif, ses salariés, ses collaborateurs à accepter un certain nombre de règles communes pour obtenir la partie gauche, qui est la promesse.
Là aussi, on retrouve les mêmes logiques avec des principes. Donc, dans ces entreprises, on va mettre des principes très forts. Il y en a un sur lequel je vais peut-être un peu plus appesantir, qui est la discipline. Dans toutes ces entreprises que moi j'ai pu observer, qui ont voulu libérer énormément l'action du collaborateur, le faire se sentir en confiance pour qu'il puisse agir et être en énergie, ce sont aussi des entreprises qui sont extrêmement, enfin qui ne sont pas du tout dans l'angélisme. Ce sont des entreprises qui peuvent être extrêmement vives dans la réaction qu'elles vont avoir face à des gens qui ne jouent pas les règles du jeu. Parce que c'est la contrepartie de la promesse. Donc, viens vivre une aventure extraordinaire avec nous. Par contre, ceux qui sont des passagers clandestins, qui font croire qu'ils vivent l'aventure, mais qui vont pas suivre nos règles, qui vont en quelque sorte mettre en péril ou en difficulté le système, bah, eux, on va pas les garder, quoi. Et donc, on n'a pas peur de parler de sanctions, on n'a pas peur de parler de licenciement dans ces entreprises-là. Et je pense même que c'est très important à ce que la liberté, l'énergie puisse être présente. Et c'est pareil, il faut aussi des preuves. Donc, les mots, c'est bien, mais si c'est juste des mots, ça marche pas. Et donc, dans toutes ces entreprises, ils ont tous l'exemple, ils ont tous des processus et puis des exemples de mise en œuvre de ces processus qui montrent qu'effectivement, on rigole pas, quoi. Le dialogue, c'est important, donc ceux qui ne sont pas dans le dialogue, on les vire, etc., etc. Je suis un peu direct parce que j'ai le temps qui me presse dans ma tête, donc je prends pas forcément les mots les plus adaptés, mais j'espère que ce schéma, qui est pas forcément évident, mais nous permet de comprendre ce qu'on retrouve dans toutes ces entreprises qui ont su construire qui ont voulu comme ça faire venir l'énergie et en même temps arriver à la cadrer et à produire une action collective tous ensemble. La synthèse de cette partie-là, c'est que l'individu engagé, il n'a pas besoin d'être contrôlé pour produire une action juste. C'est-à-dire qu'il y a d'autres manières de faire en sorte que ce qu'il va faire va être bon pour l'entreprise. J'espère vous l'avoir présenté à travers les slides qu'on vient de voir. Et en fait, en vrai, il a juste besoin quelque part de la conscience qui en général est dans la tête du patron. C'est-à-dire comment on fait pour que le salarié, le collaborateur, lui, il puisse juger en fait de la pertinence de son action. S'il a envie de servir à la réussite de l'entreprise, il va plutôt être de bonne volonté, il va faire le maximum pour servir l'intérêt de l'entreprise. Et la seule chose qui peut l'empêcher de servir correctement l'intérêt de l'entreprise, ça serait de ne pas connaître, de ne pas avoir conscience de ce que c'est vraiment l'intérêt de l'entreprise. Et donc, il a besoin d'informations, il a besoin de l'altérité, il a besoin de règles du jeu. C'est ce qu'on a montré tout à l'heure. Mais si on sait faire ça, il peut accéder à cette conscience qui va lui permettre de juger ce qui est juste et donc de faire ce qui est bon pour l'entreprise. Et un cadre adapté, comme j'espère vous l'avoir présenté, permet en fait presque mécaniquement de contraindre. Et le mot, j'utilise à dessein ce mot de contrainte qui peut faire un peu l'entreprise libérée, il faudrait qu'il n'y ait pas de contrainte. Non, il faut de la contrainte. Simplement, c'est une contrainte différente et c'est une contrainte qu'on va chercher à faire en sorte que les salariés décident de ces contraintes qu'ils s'imposent parce qu'ils comprennent que c'est au service de l'intérêt collectif. Et quand l'énergie est là, on n'a pas de mal à inviter les gens à se mettre au service de l'intérêt collectif et à accepter ces contraintes. Et quand on le fait, il se passe des choses extraordinaires qui ne se passent pas dans d'autres entreprises. Voilà, j'hésite presque à vous passer le dernier slide. Le dernier slide, c'est comment on fait ça, mais je ne vais pas avoir le temps. On a chez Altman, on a construit une méthode qui marche en 3 phases. En fait, il y a 4 phases. On commence souvent par un diagnostic, mais on a une méthode qui nous permet d'expliquer aux dirigeants comment on va pouvoir construire avec eux ce cadre en fait que vous venez de voir. Comment on va d'une part libérer l'énergie, remettre au centre du fonctionnement de l'entreprise les 5 ingrédients que vous avez vus tout à l'heure, et puis en même temps quel cadre il faut qu'on construise pour que cette libération d'énergie, le fait qu'on fasse revenir l'énergie dans l'entreprise, ça se traduise pas par un désordre et par une divergence qui serait pas du tout utile et qui mettrait peut-être même en péril l'entreprise, mais comment on peut construire le cadre qui va, en quelque sorte, apporter cette contrainte dont on a besoin pour que l'énergie collective, ça avance dans la bonne direction. Donc voilà, les 3 temps, je vais juste décrire les 3 temps sans rentrer dans le détail. En gros, on a un premier temps où on travaille avec la direction de l'entreprise qui peut durer longtemps, ça peut être 3, ça peut être même jusqu'à 6 mois, parce qu'il y a besoin d'un travail en profondeur pour la direction d'entreprise pour qu'elle lâche certaines croyances, parce que c'est elle qui va devoir lâcher prise. C'est elle qui va se retrouver confrontée à des collaborateurs à qui elle va laisser la main à certains moments sur des sujets sur lesquels jusqu'à présent c'est elle qui avait la main. Donc il y a besoin de permettre que ce basculement, ce passage vers le lâcher prise, ça se fasse dans une forme de sécurité. Sans ça, les dirigeants vont pas accepter d'y aller. Donc il y a un énorme travail à faire avec la direction. Il faut toujours faut pas que ce soit un dirigeant seul, il faut toujours que ce soit un collectif. Parce qu'on a besoin du miroir, on a besoin du regard que les uns et les autres, on se porte les uns sur les autres, parce que sans ça, on ne peut pas évoluer, c'est compliqué. Donc, on a besoin d'un collectif pour faire ça, mais ça peut être avec un codir, ça peut être avec une équipe qui parfois n'est pas un codir, qui est simplement une équipe même potentiellement de collaborateurs de tout niveau, de toute fonction dans l'entreprise, qui acceptent
un petit groupe, 5, 6, 7 personnes qui va accepter de participer à ce début d'aventure qui est de voir qu'est-ce qui se passe quand on se regarde dans le blanc des yeux, qu'est-ce qui se passe quand on balaye des croyances qui étaient très ancrées dans l'entreprise. Ensuite, il y a un moment qui est plus petit, vous voyez, qui s'appelle ce qu'on appelle le moment pivot, qui est assez clé et qui marche incroyablement bien. Donc maintenant, on dit, alors ça marche 9 fois sur 10. On dit à nos dirigeants, voilà, vous allez voir dans 6 mois ou dans 5 mois, 4 mois, on va, une fois qu'on a fait un travail avec vous, on va réunir toute l'entreprise et on va leur proposer une autre relation. Voilà. Je ne vais pas détailler comment on fait ça, etc. Il y a toute une méthode qu'on applique et cette approche, on est capable de dire aux dirigeants, vous allez sentir ce jour-là, ça va durer 5 heures, ça sera de 9 heures du matin à peut-être 13 heures, 14 heures, et vous allez sentir ce jour-là l'énergie changer l'entreprise. Et ça marche 9 fois sur 10. Donc, jusqu'à présent, à un moment donné, ça marchait 10 fois sur 10, c'est-à-dire qu'on n'avait pas assez d'exemples. Et ça marchait à chaque coup et on a eu une fois un échec. D'ailleurs, c'est intéressant les échecs parce que ça nous a permis de comprendre que si le travail en amont n'avait pas été correctement fait, ça pouvait ne pas marcher. Mais grosso modo, on a une très, très bonne confiance, une très grande confiance dans le fait que ce mouvement va être fort et que vous allez tout de suite attirer l'attention des collaborateurs qui jusqu'ici se sentaient un peu mis de côté, tout d'un coup, vous les remettez au centre et mécaniquement, ça refait venir l'énergie. Voilà. Alors après, il ne faut pas décevoir, il y a tout un travail à faire derrière qui est très important. Il faut le préparer en amont, c'est aussi pour ça qu'on travaille avec le Codir, mais ce moment-là, on l'a vécu et il marche, quoi. C'est incroyable. Incroyable comme ça marche le truc. Et derrière, le plus gros de la transfo, ça vient après, c'est ce qu'on appelle une transformation portée par les équipes, c'est qu'une fois qu'on leur a dit, venez avec nous, transformons cette entreprise ensemble, on va être dans la transparence, on va être dans l'équité, il va se passer plein de choses nouvelles dans la boîte que vous n'avez jamais connue, et donc on vous redonne une place. Après, il faut laisser la main, il faut laisser les gens partir, parce que les gens vont vouloir s'emparer des sujets. Et là, il y a toute une infrastructure à mettre en place pour que ça fonctionne, qui est complexe, qu'on a mis beaucoup de temps à construire, qu'on va probablement remettre en question dans les mois qui viennent, parce que ça change tout le temps. On est en plein apprentissage et on n'a aucune certitude sur rien, mais on sent qu'on peut en mettre en place une structure qui va nous aider à quelque part à cadrer. Vous voyez, c'est le cadre dont je parlais tout à l'heure. C'est mettre en place ce cadre qui va permettre aux collaborateurs de s'emparer des sujets, de faire bouger les lignes dans la boîte, d'enlever ce qui les emmerde. Il y a toujours des trucs des cailloux, des trucs qui kinent les salariés. Les salariés vont pouvoir les changer et ça va leur donner de l'énergie aussi. Et évidemment, faut que ça marche parce que si ça marche pas, derrière, ça va vite retomber l'énergie. Mais si on libère cette énergie, qu'on met le cadre qui va bien et que derrière, ça se traduit par des résultats notables pour l'entreprise, on a réussi à une transfo et puis derrière, c'est parti pour longtemps, quoi. Et il y a régulièrement besoin de refaire des moments pivots, ce qu'on appelle aussi des remontées de fusée. Il y a plein de petites techniques que nous, on utilise pour faire vivre le truc. Mais voilà, en quelques mots, je suis désolé, j'ai été beaucoup plus long que prévu. Je m'en excuse. J'ai perdu beaucoup de temps au début. Je n'étais pas très à l'aise parce que je voyais personne, j'avais aucun retour et je suis pas du tout habitué à être comme ça seul. J'ai un seul visage, merci Denis, en face de moi. Écoutez, du coup, je sais pas, du coup, si vos micros peuvent fonctionner, je serais intéressé par savoir s'il y a des réactions. Il est 18h, donc je comprendrais aussi que certains d'entre vous reprennent leur liberté et voguent à d'autres activités, puisque je crois qu'on a prévu 1 heure, mais moi, je reste disponible pour un temps d'échange pour ceux qui le souhaitent.